Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur Twitch, sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. On est vendredi le 7 mars 2025, il est 10h en France et 18h au Japon et on est parti pour un nouveau numéro de Soft Power, votre matinale pop culture et politique préférée de Mythe Kemia, à l'exception de toutes les autres matinales durant laquelle on va revenir ensemble sur l'actualité pop culture de ces 2 dernières semaines pour en faire un habituel tour éditorial, le tout sur fond de bande originale d'animé bien sûr. Profitez-en les gens, profitez-en. Aujourd'hui, c'est le dernier numéro de la saison 1 de Soft Power, une très longue saison, je vous le concède. Il y aura quelques changements à venir à partir de la prochaine émission, je vous en reparle après la pause musicale du jour. En attendant, les gens, ce qui est sûr, c'est qu'après moult vents et marées et quelques pépins de santé mentale par ici, je dois bien l'avouer, il se sera fait attendre, mais il est bien là aujourd'hui, le 72e numéro de Soft Power, une émission sobrement intitulée cette semaine « McLean, je croyais vous avoir déjà tué ». Ouais, je sais, on me le dit souvent. Puisque cette semaine, les gens, on tentera de trouver notre chemin à travers l'épave, ou plutôt la possible future épave du groupe Technicolor, le géant des effets spéciaux qui s'est vu placé en redressement judiciaire. À la clé de son malheur, le potentiel licenciement de milliers de travailleurs et de travailleuses de l'industrie des VFX. Ce sera l'occasion de faire un état des lieux de celle-ci, et ce sera pas tout à fait rose, vous verrez. Il va falloir se photoshopper les oreilles pour ne pas déprimer, on verra ça. On s'intéressera également, une fois n'est pas coutume, à l'annonce réalisée cette semaine par une matinale britannique de la grossesse d'une célébrité du pays, Maman Pig, la mère de Peppa Pig, dont la série d'animation pour jeunes enfants est désormais incontournable pour la tranche d'âge, mais aussi pour bon nombre d'adultes. Ça tombe bien, ce sera le sujet. On mettra les petits plats dans les grands en s'intéressant au documentaire de Shiori Ito, Black Box Diaries, dont la sortie en salle est capée pour la semaine prochaine. Un documentaire nommé aux Oscars qui s'attelle à la lourde tâche de lever la boîte noire sur les abus sexuels au Japon. Il y aura pas mal de choses à en dire, on en reparle en fin d'édito. On rebranchera aussi 2 manettes simultanément sur nos consoles et sur nos PC pour jouer à Split Fiction, le nouveau jeu des studios Hazelight Studio mené par l'ancien réalisateur Joseph Fares. Ça a l'air très cool, ça se joue à 2 et ça n'a pas grand chose à faire en 2025. C'est précisément de ça dont on parlera aujourd'hui. Et après tout ça, vous le savez, les brefs de la semaine, les recommandations de l'émission, ça change pas. Bref, Soft Power numéro 72 est déjà l'heure de la bande-annonce de la semaine. Une bande-annonce hautement musicale pour cette 72e. Alors échauffez-vous les doigts et les poignets, tendez les peaux avec des clés de tension accordées, synchronisez, harmonisez tout ce que vous pouvez. C'est bon ? Parfait. Je pense qu'il est temps que nous quittions cette scène, les gens, que tout le monde se rassemble et prenne ses affaires. Ok, 3, 2, 1... Let's jam. この年スキナー博士が開発し奇跡の鎮痛剤と呼ばれたハプナが発売された。それは人間をあらゆる苦しみから解放し世界を救う薬とまで呼ばれた。しかし私が開発したハプナは実はただの鎮痛剤ではない。それは体内にとどまり続け服用から3年後に突然変異し人を死に至らしめる。ハプナは彼の仕掛けた壮大な罠だったんだ。各地で混乱が起きている模様です。あと30日、それまでに私の居場所を見つけ出せば人類は生き延びられる。誰よりも平和と平等を求めた聖人のような人物だった。そんな男がなぜあんな事件を起こしたのか。彼を見つけてほしいの。実は我々シークレットエージェントなんです。あんたさ、懲役何年？888年かな。デストロイリテンバイトノーフューチャー。これがきっと最後のチャンス。どういうこと？もしかすると今日は我々にとって最後の日曜日になるかもしれません。私はただの7番目のラッパ好きに過ぎないのだ。とにかくだ。スキナーを捕まえること。何のため？世界を救うためだ。本気で言ってます？私たちはラザロ。正義の味方だ。あいつマジでイカれてるわ。Ils disent
puisque la fin est la meilleure des épices. Ça, c'est un proverbe que vous connaissez sans doute et dont les déclinaisons traversent tout un tas de langues à travers le monde. Mais c'est aussi quelques-unes des dernières paroles de Spike Adjet dans l'épisode final de Cowboy Bebop, série d'animation japonaise de 1998, absolument culte et régulièrement retenu comme l'un des meilleurs animés de tous les temps. Et si, comme moi, vous avez aussi grandi avec cette série, je peux largement percevoir la bouffée de nostalgie et d'impatience que vous vous êtes pris, vous aussi, dans les dents avec cette première vraie bande-annonce de Lazarus. Lazarus, le nouveau projet grandiloquent de Shinichiro Watanabe, réalisateur à plus que succès des animés Cowboy Bebop, justement, mais aussi Samurai Champloo, Kids on the Slope ou encore plus récemment de Carol on Tuesday. Lazarus, donc, nouveau projet dont on avait déjà parlé rapidement dans l'émission, au détour d'une brève pour noter qu'il remplissait toutes les cases de tous les cahiers des charges du blockbuster d'animation. Et jugez du peu, les gens, Shinichiro Watanabe à la réalisation de chacun des 13 épisodes qui composeront la série, Chad Stahelski, le réalisateur de la saga John Wick, aux chorégraphies des scènes de combat, comme vous avez pu en juger à la chorégraphie de la scène de combat de la fin de la bande-annonce que vous venez de voir si vous suivez l'émission en direct ou en VOD. Et si vous êtes fin connoisseur des gunfights de Keanu Reeves dans la dite saga cinématographique, mais si vous suivez régulièrement Soft Power, les moindres mouvements de Keanu ne devraient désormais plus avoir de secret pour vous. Et ce n'est pas tout avec Lazarus, puisque la série sera doublée en japonais et en anglais jour 1. Elle sera aussi mise en musique par le saxophoniste de jazz Kamasi Washington et les producteurs, DJ et musiciens Floating Points et Bonobo pour la bande originale, toujours centrale dans les œuvres de Shinichiro Watanabe, tellement centrale que les gars connaissent leur public et ont mis les titres des pistes utilisées dans la bande-annonce dans la description de celle-ci. C'est dire. Et petite cerise sur le gâteau, le tout mis en animation par les talents éprouvés et épuisés du célèbre studio MAPPA, qu'on présente plus, Jujutsu Kaisen, le remake de Ranma 1/2, Chainsaw Man, les dernières saisons de l'Attaque des Titans, c'est eux. Et c'était déjà eux sur Kids on the Slope et Terror in Resonance de Shinichiro Watanabe, justement. C'est dire à quel point tous les astres sont alignés pour ce nouveau projet de Watanabe et pourquoi Adult Swim et sa branche animée Action Toonami, qui diffuseront la série, ont largement renforcé le marketing autour de l'œuvre ces derniers jours. Bref, Lazarus, les gens, une série qui nous racontera l'histoire d'une équipe de 5 agents venus de différents coins du monde pour retrouver le mystérieux docteur Skinner, un neuroscientifique reconnu ayant produit le Apna, un médicament miraculeux et ayant rien de moins que libéré l'humanité de la douleur. En tout cas, c'est ce que tout le monde croyait avant que le docteur Skinner annonce publiquement, quelques années après que tout le monde s'est enfilé les plaquettes, que le fameux Apna a été conçu avec une petite surprise. Une petite surprise, les gens, dans la plaquette, un effet fatal. Et mauvaise surprise, il ne reste plus que 30 jours avant l'extinction de l'humanité, d'où la course contre la montre que vont mener ces fameux 5 agents pour retrouver le docteur, espérant ainsi obtenir un vaccin ou une antidote qui pourra sauver l'humanité. Et les gens, que dire de cette première vraie bande-annonce officielle de Lazarus qui a illustré l'introduction de cet édito, si ce n'est que ça sent le Shinichiro Watanabe à plein nez, qu'on retrouve l'ambiance, le découpage, le cadre si spécifique de ses œuvres et que tout a l'air vraiment cool au sens le plus littéral du terme. En tout cas, pour la bande-annonce japonaise, puisque le montage de la bande-annonce anglaise sortie quelques heures plus tôt donne, lui, beaucoup moins envie. Mais ce qui est intéressant avec ce Lazarus, les gens, c'est aussi qu'il s'inscrit dans le travail de Shinichiro Watanabe, précisément un travail qui a une résonance toute particulière avec l'actualité, notamment en France, où l'on parle depuis plusieurs semaines de la nécessité d'organiser un débat autour de l'identité nationale, de briser enfin ce tabou dont on parle en boucle depuis des décennies maintenant. C'est peut-être moi qui n'ai pas bien compris le sens du mot tabou, remarquez. Faut dire que je l'entends que dans des fins de soirée alcoolisées à thème Star Wars d'habitude. Non mais Lex, Palpatine, il a rien eu à faire. La République, elle s'est effondrée toute seule. Il a promis l'ordre et bim, c'est l'Empire. Les Jedi, trop occupés à faire la morale pendant qu'on rasait des planètes. Et maintenant, t'as des types qui jouent les libres penseurs, mais qui bossent déjà pour l'Empire. Puis regarde, la planète là, avec la Tabou là, avec la princesse au pied Padmé là. Et ben eux, ils pensaient que tout allait bien, qu'ils pouvaient rester neutres. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Les droïdes qui ont débarqué. Des grandes soirées, les gens. Des très grandes soirées. Faites-moi confiance. Et si je vous dis ça entre 2 cognacs bleus d'Abrax, c'est que l'identité est précisément un thème transversal à toutes les productions de Shinichiro Watanabe. Et le thème est d'autant plus central que Shinichiro Watanabe est japonais. Et oui, les gens, et oui, on fait de l'investigation à Soft Power. Appelez-moi Fabulis Haruhi Dono, Mediaporto, abonnez-vous. Seuls les abonnés Patreon peuvent m'acheter. Mais les gens,
au-delà de la plaisanterie, il me semble qu'on ne peut comprendre pleinement l'œuvre de Shinichiro Watanabe sans s'intéresser en même temps à une partie de l'histoire japonaise et notamment aux tentatives encore aujourd'hui répétées des figures politiques et des groupes nationalistes locaux d'imposer un révisionnisme historique et une certaine glorification de certaines, là aussi, traditions. Un discours nationaliste qui exalte une vision essentialiste de l'identité japonaise fondée sur l'harmonie, sur une soi-disant homogénéité ethnique, sur l'homogénéité par la continuité impériale, pourquoi pas avec l'empereur comme figure symbolique centrale, sur une culture japonaise perçue comme unique et immuable aussi, avec toute une mise en avant de la japonité, hein, une essence supposée unique du peuple japonais, héritière du Kokutai de la fin du 19e siècle et du début du 20e, cette doctrine qui a servi à justifier l'autorité absolue de l'empereur et la supériorité de la culture japonaise sur les autres. Ce serait terrible, les gens, terrible que les médias français se fassent massivement les relais de ces discours, hein ? Et c'est en partie contre ces discours, précisément, et contre cette idéologie que se sont inscrites les unes après les autres les œuvres de Shinichiro Watanabe, profitant pleinement du médium particulier de l'anime qui, comme le souligne Suzanne Napier, professeure à l'université Tufts aux États-Unis, Suzanne Napier, connue pour ses ouvrages académiques sur les mangas et l'animation japonaise, à tel point que j'ai l'impression de voir son nom écrit dans un article sur 2 au moins une fois par semaine. Je la cite: l'anime échappe par essence aux structures narratives et esthétiques classiques du cinéma ou de la littérature occidentale. Ce faisant, il explore des formes narratives fragmentées, des mélanges de genres et une esthétique visuelle souvent déroutante qui invite les spectateurs et les spectatrices à repenser ce qu'est une histoire cohérente. L'anime ouvre la voie à la contestation des grands récits modernistes et des idéologies figées. Et c'est en dépit, les gens, en dépit de sa dépendance aux canaux de production et de distribution corporatifs, que l'anime possède, selon elle, une capacité intrinsèque à exposer, à contester, à subvertir les formes de domination capitaliste, nationaliste et impérialiste. Est-ce qu'elle force un petit peu ? Peut-être, mais il y a tout de même de ça dans le travail de Shinichiro Watanabe, dont la majorité des récits se déroulent dans des univers où l'identité nationale n'est pas encore solidifiée en une entité dominante et où l'identité plus largement n'est pas ou n'est plus le seul vecteur d'appartenance ou de différenciation, en ce qu'elle se retrouve reléguée au rang d'un attribut parmi tant d'autres, subordonné à des motifs personnels multiples. Les mondes des œuvres de Watanabe embrassent autant un métissage culturel qu'une certaine forme d'hybridité, dépeignant alors d'identité comme une permanente construction dynamique et hybride. C'est le monde condensé de culture de Cowboy Bebop avec sa musique jazz, blues américaine, ses influences cinématographiques variées, de films noirs, de western, de films de kung-fu, présentant une société post-terrienne où les terriens sont dispersés à travers l'espace, brouillant ainsi toute notion d'origine. C'est Samurai Champloo, bien sûr, qui revisite le Japon féodal en y injectant des références contemporaines, notamment le hip-hop, une musique issue des communautés afro-américaines et historiquement marquée par la contestation sociale. C'est Carol and Tuesday qui met en scène une société futuriste où l'on suit une héroïne noire et une héroïne blanche en opposition au mythe d'une société ethniquement homogène. Et au-delà des mondes, les gens, au-delà des mondes, les œuvres de Watanabe, ce sont aussi des personnages qui cherchent à s'émanciper du poids du passé ou à le réinterpréter à leur manière. C'est Spike Spiegel dans Cowboy Bebop, hanté par son passé mafieux, avec cette fin de série, je spoil pas pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu, mais qui représente très tangiblement l'affrontement entre une identité fixée et figée et une identité constamment en mouvement. C'est aussi Mugen dans Samurai Champloo. Mugen, très précisément un marginal d'origine Ryukyuan, des îles Ryukyu, les désormais îles d'Okinawa depuis leur annexion par le Japon à la fin du 19e siècle, ce qui en fait par essence un symbole de l'histoire des périphéries japonaises face au pouvoir central. Mais je pourrais vous parler de la façon dont Shinichiro Watanabe performe aussi pleinement le format de l'anime pour traduire visuellement son approche de l'identité fluide et hybride. C'est sa façon de constamment travailler à éviter les symétries rigides, de construire des mondes sur des territoires éclatés, sa façon de faire du mouvement une esthétique, de jouer avec la linéarité de la cohérence narrative. Bref, même si ce n'est évidemment pas que ça, les œuvres de Shinichiro Watanabe, il me semble que c'est aussi ça, et que ce ça, précisément, a une coloration tout à fait particulière au Japon, bien sûr, mais aussi aujourd'hui en France, aux États-Unis, ici et ailleurs, où les trousses mille débats sur l'identité servent avant tout à masquer les duplicités les plus crasses. Et quand on voit le casting de ce nouvel animé, les gens, Lazarus, quand on voit l'équipe, quand on voit les thèmes musicaux, les personnages principaux venant, là encore, des quatre coins du monde, on se dit que le
bonhomme aura encore des choses à nous dire et à nous montrer à ce sujet. Réponse dans quelques semaines, respectivement le 6 et le 5 avril prochain sur TV Tokyo au Japon et Adult Swim Toonami pour les États-Unis. Pour la France, on ne sait pas encore, mais vu la réputation du réalisateur, ce n'est qu'une question de temps avant qu'apparaissent enfin l'écriteau See You Space Cowboy. Technicolor Creative Studios has sent shockwaves across the global VFX and animation industry. More than 10,000 artists have lost their jobs overnight, with over 2,000 employees in India now facing financial distress. Their salaries remain unpaid, and the company has offered no clear communication or support. Despite the massive layoffs, Technicolor India has remained... Un mois sans soft power et vous aviez déjà oublié le petit renfoncement laissé dans le mur par votre tête à force de l'y frapper là une émission sur 2. Et ça tombe bien, les gens, ça tombe bien puisque c'est la news rêvée pour le faire, puisqu'on va parler du cas Technicolor. Si la semaine dernière, vous avez traîné sur Internet dans les réseaux technophiles, alors vous n'êtes sans doute pas passé à côté. Technicolor Group, l'énorme société française, dont je vous passe la longue histoire de rachat-revente, l'énorme société désormais française, spécialisée dans les effets visuels, dans l'animation graphique et dans les services d'animation. Derrière des dizaines et des dizaines de projets de renom, Technicolor Group pourrait bientôt fermer ses portes. Pour rentrer un peu dans le détail, pour que vous concevez bien l'importance de l'actualité, Technicolor Group, c'est la Moving Picture Company, leader mondial des effets visuels, de l'animation et de la visualisation, dont le travail des artistes de VFX top régulièrement de hautes distinctions de la profession, comme en témoignent les Oscars, pour les films 1917, pour le livre de la jungle, pour Life of Pi, les VES Awards, pour le Roi Lion, les BAFTA, pour Harry Potter et les Reliques de la Mort, numéro 2, je crois, etc., etc. Technicolor, c'est aussi The Mill, un réseau mondial notamment d'artistes VFX. C'est Mikos Animation qui fournit des services créatifs pour les courts et longs métrages, notamment d'animation. C'est eux qui sont derrière le très chouette Ninja Turtle Teenage Years de 2023. Mais Technicolor Group, c'est aussi, entre autres, Technicolor Games, une division qui s'intéresse cette fois aux effets visuels du jeu vidéo avec une approche transversale avec plusieurs développeurs de jeux vidéo, avec Electronic Arts, avec Ubisoft, etc. Bref, Technicolor, c'est tout ça, ou plutôt ça risque d'avoir été tout ça, puisqu'il y a 2 semaines, les travailleurs et les travailleuses du groupe ont eu la surprise pas du tout virtuelle de recevoir dans leur boîte mail un courriel indiquant que l'entité Technicolor se plaçait en redressement judiciaire, une procédure de sauvegarde qui vise à redresser une entreprise en difficulté financière, si cela est possible. En cause, des problèmes financiers de longue durée qui avaient déjà quasiment provoqué la faillite de Technicolor en 2020 et qui avaient provoqué une scission en 2022 entre les branches VFX, animation, jeux vidéo d'un côté et les autres activités de l'autre, dans une nouvelle entité nommée Ventiva, mais aussi assez classiquement désormais les effets de la reprise post-Covid, des problèmes de cash flow et la fameuse grève des scénaristes d'Hollywood. Bien sûr, les gens, la fameuse grève dont il serait peut-être temps de rappeler aux différents médias que ce ne sont pas les grèves historiques par ailleurs d'Hollywood qui ont causé les nombreux licenciements dans les industries culturelles ces derniers mois, mais bien en amont les conditions de travail désastreuses qui ont généré en elles-mêmes la nécessité de s'organiser en collectif de travailleurs et de travailleuses pour faire grève. N'est-il pas ? C'était une petite aparté parce que je l'ai vu en boucle ces dernières semaines. Bref, autant de facteurs qui ont traversé et traversent bon nombre d'industries et d'entreprises culturelles encore aujourd'hui que de problèmes inhérents au groupe Technicolor. Et sur le papier, en pleine période de redressement judiciaire, c'est la potentialité de milliers de licenciements qui effraie. Comme on a bien rapidement fait les frais, les travailleurs et travailleuses de chez Technicolor Creative Studio UK, dont les activités ont instantanément cessé, mettant déjà 440 personnes sur le carreau. Petite lueur d'espoir dans ce marasme, les gens. On a appris la semaine dernière que l'important groupe Dream Machine FX s'était déjà rapproché des équipes américaines de The Mill pour opérer la création d'une nouvelle entité commune Arc Creative qui absorbera la majeure partie des équipes de The Mill US. La majeure, c'est combien ? On ne sait pas, mais ce sera avec peu de changements pour les équipes de The Mill, comme a l'air bien au courant le média Variety. On a également appris cette semaine que Transperfect, un groupe spécialisé notamment dans la traduction, la localisation et dans l'intelligence artificielle, allait racheter Technicolor Games, conservant là aussi, nous dit-on, une partie au moins des travailleurs et des travailleuses. Même si là encore, il faudrait être plus que frileux, puisque le communiqué de presse traite des travailleurs et des travailleuses de Technicolor Games India, le plus gros site de Technicolor Games certes, mais rien au sujet des travailleurs et des travailleuses de San Francisco, de Montréal. Bref, ça sent le roussi et ça le sent d'autant plus que pour le moment, toutes les autres branches et filiales
filiales restantes n'ont pas encore donné signe de vie. Une potentielle fin, les gens, pour Technicolor, pour l'immense Technicolor, qui s'inscrit dans une tendance bien lourde de l'industrie qu'on a beaucoup décrite dans l'émission ces derniers mois et ces dernières années, de précarisation à tout point de vue des travailleurs et des travailleuses des VFX. Un déclin qui fait immédiatement écho à une autre nouvelle de cette semaine relative au studio d'effets visuels et d'animation Cinesite, derrière Aquaman, derrière The Witcher, derrière Black Panther, Wakanda Forever, qui accuse de 28 millions d'euros de pertes pour l'année passée. Je vous laisse deviner la cause donnée, la cause qui a été donnée officiellement, évidemment. La grève des scénaristes, bien sûr, vous êtes perspicapitalistes, les gens, bravo à vous, félicitations. Une dette tout de même renforcée aussi par l'investissement de Cinesite dans le développement de l'IA et du machine learning. Oh, c'était pas que les grèves alors en fait. Je dirais bien chais en volume LED, si ça risquait pas là aussi de mettre à la porte des dizaines, voire des centaines de travailleurs et de travailleuses. Des travailleurs et des travailleuses d'une industrie en pleine course à la précarisation pour des raisons multifactorielles. On en parle souvent ici, de concentration du marché, les grands studios exerçant une pression sur les studios de VFX pour réduire les coûts, notamment par la mise en concurrence internationale et le jeu des listes noires, et ce toujours au détriment de la qualité et des conditions de travail, mais aussi des raisons de saturation du marché, de crise sanitaire, de crise géopolitique, de pression financière, de baisse des investissements des plateformes de streaming, d'externalisation, etc., etc. Bref, comme beaucoup d'industries créatives ces dernières années, celle des VFX va mal, et peut-être même d'autant plus mal, les gens, qu'au-delà des problèmes que je viens d'évoquer, l'atomisation du secteur avec ses projets fragmentés, sa sous-traitance massive et la lente adoption de la syndicalisation, largement à corréler avec l'absence de normes collectives, participe d'un secteur plus que fragilisé ces dernières années, a fortiori qu'en embuscade bien tapis, en pleine lumière, se trouve l'intelligence artificielle. Rappelle les gens qu'on est bien sur Terre 1, où il y a à peine 5 mois, le média The Wrap, centré sur le secteur du divertissement, annonçait que Disney lançait une initiative majeure en matière d'IA, précisément centrée sur la post-production et les effets visuels. Une annonce réalisée en pleine vague de licenciement de plusieurs milliers de travailleurs et de travailleuses chez Disney pour la rationalisation des coûts. Idem du côté de chez Lionsgate, les gens, on en avait parlé. Souvenez-vous qui va filer toutes ces datas à la société Runway, spécialisée dans l'IA générative. Excellent, même s'il faut préciser que tout ça relève de l'accélération, puisque la réalité, c'est que l'industrie des VFX, elle va mal depuis des décennies, à tel point qu'il existe une citation souvent évoquée dans l'industrie qui aurait été prononcée par un producteur en 2007. Je le cite: « Si je ne fais pas fermer une agence d'effets spéciaux sur mon film, c'est que j'ai pas bien fait mon travail. » Voilà, les gens, c'est de ça dont on parle, même s'il faut rappeler, pour revenir à nos années, que malgré tout ça, ces derniers mois, les collectifs de travailleurs et de travailleuses des VFX se sont nettement renforcés, notamment par l'intermédiaire de syndicats. Le 31 janvier 2024, c'était les artistes VFX d'Avatar, employés par une filiale de Walt Disney Studios, qui votaient en faveur de la syndicalisation au sein de l'énorme syndicat IATSE, avec un soutien massif de 75%. Le 6 août 2024, c'est les travailleurs des effets visuels d'Apple TV qui votaient à l'unanimité en faveur de la syndicalisation avec l'IATSE, là encore lors de l'élection officielle du Conseil de travail. Le 28 octobre dernier, c'est les travailleurs des effets visuels du Saturday Night Live, les gens, qui se syndiquaient à leur tour à l'unanimité. Le 22 novembre dernier, c'est les travailleurs de chez 2K Motion Capture. Bref, ça bouge, bien évidemment lentement, et avec toute la pression des tactiques antisyndicales, des listes noires, du rappel de la mise en concurrence internationale que ça génère, mais ça bouge. Ceci étant, les gens, avant que vous retrouviez un petit peu d'espoir, laissez-moi vous rappeler dans ce cadre la complexité de la situation de Technicolor, puisqu'il faut rappeler que si, lorsque l'on parle du groupe, on parle bien évidemment de plusieurs milliers d'emplois, on parle aussi en même temps d'une certaine culture du travail et de conditions de travail corrélées. Quand les équipes de The Mill, les gens, remplissaient des amphithéâtres pour recruter à l'arrache des dizaines de jeunes pousses sous-payés, collés d'emblée sur une pipeline intenable pour tenter de sauver à raison de 60 heures semaine minimum et des nuits littéralement passées sous les bureaux l'horreur visuelle qu'était le film Cats, c'est Technicolor. Quand des équipes doivent passer des week-ends et des week-ends à raison de 12 heures par jour à déplacer des nuages pour que ceux-ci soient exactement à l'endroit où ils voulaient les pontes de chez Marvel, c'est Technicolor. Quand en avril 2020, Malcolm Angel, producteur senior d'effets visuels chez 1000 Films Montréal, met fin
fin à ses jours, que sa famille l'impute en grande partie à sa charge de travail, que selon des courriels obtenus par la presse canadienne, une clause du contrat de Malcolm l'obligeait à payer une pénalité de 20 000 balles s'il quittait son poste en plein milieu du projet, c'est Technicolor. Quand, en été 2022, MPC annonçait qu'elle gelait les augmentations de salaire de tout le personnel et instaurait en même temps un programme appelé Red Umber Green de classification de certains projets qui, s'ils étaient tamponnés Red Umber Green, obligeaient tous les membres de l'équipe à passer 5 jours au bureau en présentiel, quoi qu'il arrive, 5 jours minimum, bien entendu. Ça aussi, c'est Technicolor, puisqu'il faut rappeler que ces situations, les gens, sont complexes, qu'elles sont traversées de contradictions et qu'on se doit d'être autant là à soutenir les travailleurs et les travailleuses de Technicolor pour le maintien de leur poste que de pester et de lutter contre la violence de leurs conditions de travail en même temps de leurs conditions de travail délétères qu'on trouve dans la même boîte, conditions qui, elles, traversent toute l'industrie. Bref, vous connaissez la rengaine, les gens, on suivra ça dans Soft Power. Le chemin paraît bien long, mais il faut le faire pour pas finir comme on le dit dans l'industrie lorsqu'on doit faire face à des demandes de correction inutiles ou exagérées. Pixel fucked. Look, I don't mean to be rude, but I really don't do small talk. Nice to meet you too. So you want to go through more of your crazy stories? My crazy stories? But how are we supposed to get out of here if we don't start to trust each other? I don't need your trust. Well, I kind of need yours. 2, 1! I took inspiration for this story from when me and my sister were younger. Look at all of this. It's amazing. I base the story around my dad. All I can do is write this silly story. Oh, we'll face it together. We got this. Yeah. Mais où sont passés les jeux vidéo multijoueurs à écran séparé? Ça, c'est la question que se posait le journaliste William Oduro pour le journal Le Monde dans un article de 2015 suite à une petite polémique de l'époque dans le monde du jeu vidéo, né après que les équipes du jeu Halo 5 Guardians, nouvel opus de la célèbre franchise de jeux vidéo de science-fiction militaire et l'une des sorties les plus attendues de l'année sur la console Xbox One, après que les équipes du jeu Halo 5 Guardians ont annoncé que le jeu ne serait pas jouable à plusieurs sur un même écran, et ce alors que les modes multijoueurs en local des précédents épisodes Halo avaient pourtant grandement participé au sel de la franchise, a fortiori pour le tout premier Halo, les gens qui avaient dû abandonner toute velléité de multijoueur en ligne à l'époque en raison de la non-disponibilité du service Xbox Live, laissant alors le champ libre au pur multijoueur local. Bref, un abandon du multijoueur téloge commune pour Halo 5 Guardians qui ne faisait à l'époque qu'entériner une tendance traversant largement l'industrie aujourd'hui encore, le déclin du multijoueur en écran splitté sur un même moniteur au profit d'un multijoueur en ligne, le plus souvent en distanciel. Et c'est dire la bouffée d'air frais que représente ce Split Fiction dont vous venez de voir ou d'entendre la bande-annonce finale. Split Fiction, le nouveau jeu des Headlight Studios, les studios de développement menés par l'ancien réalisateur Joseph Fares, studio derrière les jeux déjà en multijoueur local qui étaient A Way Out, mais surtout It Takes Two, succès commercial fou puisque vendu à plus de 20 millions d'exemplaires, et par ailleurs, succès critique incontestable qui avait topé le titre de jeu de l'année au Game Awards 2021 et au 25e DICE Awards. It Takes Two qui, pour la petite histoire, devrait être adapté en film par les Amazon Studios, les gens, et produit par Dwayne Johnson. Ouais, bon, vu ses dernières interviews chez Fox News, je suis pas tout à fait sûr qu'il ait joué au jeu. Bref, Split Fiction, donc un troisième jeu pour Headlight Studios, toujours publié comme A Way Out et It Takes Two, avant lui par Electronic Arts ou EA Originals, un label de programme EA Partners qui vise à soutenir les jeux vidéo développés de manière indépendante, avec tout un tas d'avantages pour les studios indépendants, avantages qui décroissent bien sûr au fur et à mesure de l'accroissement de votre boîte, parce qu'il faut pas déconner non plus. Et comme son nom le suggère, et comme vous avez pu le voir, si vous avez la chance unique d'avoir la vidéo, Split Fiction est de nouveau un jeu entièrement conçu pour le multijoueur coopératif en écran partagé, puisqu'à 2 joueurs ou joueuses, vous devrez prendre le contrôle de Zoé et de Mio, 2 écrivaines respectivement de fantastique et de science-fiction, choisies pour participer au test d'une toute nouvelle machine qui donnera vie à leurs histoires, machine qui va les amener à se retrouver toutes deux piégées dans leurs propres histoires de fiction entremêlées et à devoir se découvrir
et collaborer pour sortir de ce guêpier. Et à la manière d'un It Takes Two, le jeu propose un grand nombre de défis d'action, de puzzles, de plateformes très variées qu'il est facile d'imaginer avoir été un enfer de développement, le tout sous des mécaniques entièrement collaboratives. Bref, si j'avais des amis, les gens, si j'avais des amis, ça me ferait très envie, très envie, a fortiori que les retours du jeu sortis très exactement hier sont tous très enthousiastes. Et il faut dire qu'il y a de quoi l'être, hein, tant le bon vieux combo, écran splitté, potes fatigués, paquet de chips premier prix et canapé en simili-cuir, fleure bon l'enfance de la moitié des personnes qui écoutent cette émission. Et si l'écran splitté est autant une rareté de nos jours parmi les grosses productions, puisqu'il faut rappeler qu'on trouve encore bon nombre de perles hein, qui en disposent chez les indépendants, ce n'est pas autant par volonté créative des développeurs de bananer le split que pour des raisons multifactorielles, encore et toujours des raisons multifactorielles, sacrées raisons multifactorielles les gens, parmi lesquelles avant tout des raisons économiques et technologiques. Si l'écran splitté est presque aussi vieux que le jeu vidéo, puisqu'il est souvent retenu qu'il est apparu avec le jeu Speed Race Twin sur bande d'arcade en 1976, même s'il s'agissait en réalité de deux écrans distincts placés côte à côte qui offraient à chaque joueur sa propre vue dédiée de la course en cours. Il faut rappeler qu'au-delà des volontés esthétiques, des volontés ludiques, des volontés d'innovation, pourquoi pas, le split screen a aussi été une réponse technologique à un besoin économique dans un système de salle d'arcade où un joueur ou une joueuse supplémentaire rapportait une pièce de plus sur le principe de flipper à deux joueurs inspiré par la duette de Gottlieb de 1955, bien plus rentable que de multiplier les bornes, les écrans ou de jouer sur le modèle du turn-taking où chaque joueur joue l'un après l'autre. L'écran splitté permettait à deux joueurs ou joueuses de jouer simultanément sur un seul appareil dans un espace restreint tout en créant une dynamique de jeu plus engageante et plus compétitive et donc plus rentable, comme le soulignait ainsi Ed Logg, concepteur de Gauntlet qui permettait le jeu à 4 joueurs et joueuses, qui motivait sans sourciller la création de son jeu par, je le cite, la nécessité de multiplier les revenus sans multiplier le nombre de machines. Le gars, clairement, transige pas. Pour le cadre des consoles de salon, le multijoueur local, hein, qui va se faire remarquer en 1984 avec Spy vs Spy sur la NES de Nintendo, avant de véritablement devenir à la mode dans les années 90 grâce notamment à Super Mario Kart sur Super Nintendo en 1992, qui va largement participer de démocratiser, de populariser ce mode d'affichage. Le multijoueur local sur console va au-delà des considérations purement ludiques ou d'adaptation directe des contraintes économiques des jeux d'arcade, jouer ici le rôle de colle sociale, promettant la possibilité de jouer à plusieurs sur plusieurs manettes Cheros sans avoir à quitter la maison ou à acheter une autre console, devenant de fait un facteur clé dans l'engagement des joueurs et des joueuses. Le multijoueur local sur console va alors de fait porter avec lui rapidement une approche économique pour les familles et pour les groupes et devenir en soi un argument marketing, notamment pour certaines typologies de jeux qui seront portés des années plus tard par Mario 64, par GoldenEye, par Jet Force Gemini, etc. Je le mets parce que tout le monde s'en fout de ce jeu, mais la bande originale est superbe. Écoutez-la, les gens, écoutez-la. Un split screen porté d'autant plus fort à la fin des années 90 avec plus d'une vingtaine de jeux majeurs proposant le split screen sortant chaque année à cette période. Les gens, pour vous dire la différence avec maintenant, sortant chaque année à cette période, un split screen porté d'autant plus fort que l'augmentation de la puissance de calcul des machines, la prise en compte des polygones comme nouvelle forme visuelle et l'élargissement important du téléviseur moyen ont permis de démocratiser le procédé. C'est Perfect Dark, c'est Gears of War, c'est Call of Duty, c'est Portal 2, c'est Left 4 Dead et j'en passe des dizaines, vous les connaissez. Sauf que la suite, vous la connaissez aussi et vous la vivez. L'essor d'Internet dans les années 2000 va autant voir les jeux en ligne dominer le marché du jeu PC que modifier l'économie de conception des consoles de salon. Rapidement, ignorer les fonctionnalités du split screen va permettre de nouvelles opportunités technologiques. Le jeu en ligne éliminant les difficultés techniques liées à la conception d'écrans partagés. C'est par ailleurs les raisons officiellement données par les équipes de Halo 5 dont on parlait tout à l'heure, mais aussi de Project Car et d'autres pour ne pas avoir intégré le split screen dans leur jeu. Bref, des opportunités technologiques, mais aussi et sans doute surtout de nouvelles opportunités, de nouvelles stratégies agressives de monétisation et de stratégies plus généralement économiques. Au-delà du fait de pousser chaque joueur ou chaque joueuse dans un environnement beaucoup plus favorable au fait de l'amener à acheter son jeu à l'unité, c'est aussi la question de l'abonnement, des microtransactions, des services de streaming, de la monétisation par l'engagement, des extensions, quoi d'autre, de la collecte des données, de la lutte contre le piratage, etc., etc. Autant de stratégies économiques basées sur l'interconnexion des joueurs et des joueuses en ligne, devenues essentielles dans le modèle actuel du jeu vidéo et ne trouvons pas ou ne trouvons plus leur place dans
dans les jeux multijoueurs locaux où l'expérience de jeu partagé limite la personnalisation individuelle et les options de monétisation personnalisées. Et c'est précisément dans ce cadre que Split Fiction se présente comme le représentant d'un désormais marché de niche qui lui aussi a ses intérêts économiques propres, mais qui fait de la rareté du jeu aujourd'hui un propos quasi militant en soi, à l'opposé des expériences hyper monétisées ou solo individualisées du jeu vidéo, œuvrant pour un retour de fait à une expérience de jeu social et démocratique, revalorisant l'accessibilité du médium, même si là, vu la variété des séquences de gameplay du jeu, je pense que si je passe ma manette à mes parents, ils la jettent par la fenêtre au bout de 10 minutes. Split Fiction, les gens, c'est sorti hier sur PlayStation 5, sur Xbox Series et sur PC. Ça a l'air vraiment cool et il ne me reste plus qu'à me faire des habits. Les gens, il est 18h44 au Japon et donc 10h44 en France. Vous êtes toujours dans Soft Power, la matinale pop culture et politique du vendredi 10h midi sur Twitch et quelques heures après sur toutes les bonnes plateformes de podcast et en VOD sur YouTube. C'est l'heure de la pause musicale de la semaine. On se retrouvera juste après pour parler de Peppa Pig et de la grande annonce de la semaine dernière, à savoir que Madame Pig attend un nouvel enfant. Et si vous pensez qu'on s'en fiche un petit peu, j'essayerai de vous faire changer d'avis. Et on parlera également de Black Box Diaries, le documentaire de la journaliste japonaise Shiori Ito, nommé aux Oscars du meilleur documentaire et qui se rêve à juste titre d'être une véritable bombe politique pour le Japon. Bref, on parlera de tout ça juste après la très courte pause musicale de cette semaine. Alors, bonne écoute. Vous êtes toujours dans Soft Power, la matinale pop culture et politique du vendredi 10h midi sur Twitch et quelques heures après en VOD sur YouTube ou en version audio sur toutes les plateformes de podcast. Chose promise, chose due, je vous parle très rapidement de cette fin de saison de Soft Power. Je l'appelle fin de saison, mais il n'y a pas vraiment de saison pour l'émission. Concevez-la comme une saison 2, une partie 2, une phase 2, c'est vous qui voyez les gens. L'émission a pas mal tangué ces dernières semaines pour avoir lieu, pour tout un tas de problèmes perso et petite fatigue mentale un peu compliquée à gérer, mais elle aura toujours lieu pour le moment le vendredi de 10h à midi, une semaine sur deux à partir d'aujourd'hui. Peut-être que l'horaire changera dans quelques mois, quelques années, mais pour l'instant ça me convient toujours. L'actuel overlay, le logo de l'émission, profitez-en puisqu'ils vont changer dès le prochain numéro. Le visuel n'étant pas encore totalement terminé parce que j'ai pas pu payer l'intégralité de la commande. Ça va me prendre encore quelques mois d'économie. Voyez ça comme un chantier en cours. L'objectif, c'est d'avoir et le visuel et le son de qualité semi ou quasi professionnel d'ici la fin de l'année. D'ici la prochaine émission, vous aurez aussi une très légère amélioration du son, notamment sur les formats podcast. Il est probable que je simplifie aussi les titres des émissions, les miniatures, ça on verra. Et l'émission changera un peu de forme également sur le timing des rubriques, avec l'ajout d'une nouvelle rubrique qui s'intercalera tranquillement avant ou après les brèves de la semaine. J'hésite encore. Voilà les gens, Soft Power phase 2, le multivers, appelez ça comme vous voulez. Ça commencera dans 2 semaines. En attendant, si vous appréciez mon travail, que vous voulez soutenir l'émission financièrement et m'aider à finaliser ma commande pour le visuel de l'émission, le mieux c'est de le faire sur ma page Patreon où les taxes sont légèrement plus légères. Mal dit, mais bien dit. Ou à défaut en vous abonnant à la chaîne Twitch, comme tout le monde aujourd'hui, merci beaucoup, en direct ou via votre abonnement Amazon Prime. Et bien sûr, vous pouvez également soutenir Soft Power en partageant l'émission autour de vous, en laissant des commentaires, des pouces bleus, des évaluations sur toutes les VOD, sur tous les podcasts chaque semaine. Merci beaucoup pour les très nombreux retours positifs sur la discussion avec le youtubeur Mitsu, c'était bien sympa. Et bien sûr, tous les liens du Patreon, du YouTube, du TikTok, de l'Instagram, du Spotify, du Apple Podcast, du Deezer, du Discord de l'émission, du Blue Sky,
etc. se trouve en description. Vous venez d'entendre Overdrive, issu de la bande originale du film d'animation Pour changer, Make a Girl, film réalisé et écrit par Gensho Yasuda, dont il s'agissait du premier long métrage. Make a Girl, film qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui, reprenant les recherches de sa mère qui travaillait sur le développement de l'intelligence artificielle et des robots, va s'atteler à se créer une petite amie robotique. Sûrement pas problématique comme œuvre, certainement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que elle, la bande originale, ne l'est pas, puisqu'elle est composée par Kenichiro Suehiro, Monsieur Lizello, Golden Kamuy, Suicide Squad, Goblin Slayer, beaucoup de bandes originales très cool. Son travail sur Make a Girl est peut-être pas le plus passionnant qu'il ait jamais fait, mais le fait qu'il aille chercher de nouvelles sonorités comme ce que vous venez d'entendre, c'est plutôt chouette à entendre. C'est pourquoi je vous invite à y jeter une oreille et à découvrir au passage le reste de son travail. Overdrive, c'est le titre de la semaine sur Soft Power. I have a chance to talk about what happened to me, which has been ignored. I'm scared, but all I want to do is talk about the truth. でしたらほらすぐ降りるじゃないですか。で降りないんで。来た時の記憶ははっきりしてます。証拠がないため厳しいですよね。警察にも知り合いが安倍総理とか。警察は当初被害届を受け取ることすら拒んでいました。Without these recordings, no one would believe what I heard. なんで山口さんだけ特別なんですか。安倍総理の友達だからですか。あ、即興関係です。Our justice system is not working. 第一回関係方面の取材は一通り終えただ警視庁や警察庁は They have to know you're a journalist and this can get out. There's no guarantee for my life. 仕事もできなくなって外も歩けなくなって It looks like the ban we saw. 盗聴器発見器みたいなのって置いてありますか I have to be speaking up. This could be a big change in my life and many others.That was investigator. He wanted to talk about something. 上の方から、組織の上の方からなんですけど、待てと。今月実は私も会いに行ってお話を伺おうと思って。思いがいい。ショックになったからね。I don't want to let people know that this made me shut up. If something happened to me, promise me to publish this documentary. Les gens, je le redis, je le dis, notamment pour celles et ceux qui suivraient l'émission en podcast ou en VOD, on va parler d'abus sexuels dans cet édito. N'hésitez pas à passer celui-ci en utilisant le chapitrage si ce sujet vous trigger au plus haut point. Et je vous propose de commencer par cette phrase. J'avais l'impression que tout ce qui était en moi avait été anéanti. J'avais beau essayer, j'avais beau vouloir redevenir celle que j'étais avant, c'était impossible. Il ne restait plus qu'une coquille vide de mon ancien moi. Ça, les gens, c'est une citation toute droite tirée du livre Black Box de 2018, livre dans lequel la journaliste Shiori Ito a tenté de suivre et de retracer l'affaire d'un viol dont elle avait été victime en 2015. Un viol commis par Noriyuki Yamaguchi, au moment des faits chef de bureau de Washington du réseau TBS, un homme puissant, aux bras bien longs et grattant régulièrement le premier ministre de l'époque Shinzo Abe lui-même. Affaire Shiori Ito qui va notamment éclater en pleine émergence du mouvement MeToo et à laquelle on relie souvent l'import du mouvement dans l'archipel, précisément. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est que la semaine prochaine sortira dans les salles françaises le documentaire Black Box Diaries, film documentaire de 2024, produit et réalisé par Shiori Ito elle-même. Un documentaire, un film documentant avec plus de détails que jamais son enquête et son agression sexuelle au Japon jusqu'à sa victoire dans une affaire au civil finalisée en 2022. Un film documentant toute la chaîne de responsabilité dans ce que Shiori Ito dépeint comme une machinerie du viol, du dépôt de plainte aux interviews de journalistes en passant par son procès ou plutôt ses procès. Le documentaire fait la part belle aux nombreux enregistrements audio parfois pris à la volée, témoignant d'une gigantesque chaîne de pression travaillant méticuleusement à stopper l'affaire en parallèle de témoignages crassement empreints d'une culture du viol plus que banalisée. Et tout y passe, du silence complice des médias japonais en passant par les tentatives répétées de découragement de la police japonaise, des pressions sur l'emploi et des menaces de mort. Black Box Diaries, c'est un documentaire dur, c'est un documentaire
documentaire froid dans ses révélations, chaud dans ce qu'il dépeint d'une systémique bien en place au Japon, et un documentaire suffisamment puissant pour que son tour des festivals l'année dernière l'ait progressivement amené à être connu au point d'obtenir l'œil d'or du meilleur documentaire et le prix du public au 20e festival du film de Zurich, mais aussi au point d'avoir été nommé cette année pour un Oscar dans la catégorie meilleur long métrage documentaire. C'est dire, les gens, à quel point au-delà de sa réussite formelle, ce Black Box Diaries touche à quelque chose de profond qui mérite d'être vu et entendu partout les gens, sauf au Japon qui refuse aujourd'hui la diffusion du film documentaire sur son territoire. En cause officielle, et c'est là que vous allez commencer à grincer des dents, l'accusation portée à Shiori Ito de ne pas avoir protégé ses sources en utilisant des images et des enregistrements audio dans le film sans l'autorisation des parties concernées, à commencer par l'hôtel qui a fourni des images de caméras de sécurité montrant Noriyuki Yamaguchi, l'abuseur, traînant Shiori dans l'hôtel, alors même que ces images avaient fait l'objet d'un accord selon lequel elles ne seraient utilisées que dans le cadre d'une procédure judiciaire. À noter qu'une partie de ces images est disponible en ligne depuis des années, mais soit. Et ce ne sont pas les seuls extraits qui posent problème, puisqu'on retrouve dans ce documentaire un certain nombre de documents audio non autorisés avec des policiers, des journalistes, mais aussi notamment les conversations de Shiori Ito avec son avocate Yoko Nishihiro. Ou encore cette conversation les gens, ou encore cette conversation qu'on aurait aimé surréaliste, avec un enquêteur de la police qui accepte de soutenir la cause de Shiori Ito si et seulement si celle-ci accepte de l'épouser. Et vous connaissez déjà toute la complexité de cette histoire, cette ligne de crête absolument évidente entre l'illégalité manifeste de la diffusion et de la captation de conversations privées et l'intérêt général total de percer cette boîte noire immense de la société japonaise quant aux affaires de VSS, avec d'un côté des gens très certainement de bonne foi comme Yoko Nishihiro, comme Tsunami Kajo, comme Katsuhiko Tsukuda, les avocats qui représentaient auparavant Shiori Ito, qui demandent pour certains d'entre eux et certaines d'entre elles à retirer les extraits incriminés pour des raisons de vie privée, mais aussi tout un tas de gens bien trop heureux d'employer l'argument des extraits pour refermer une boîte noire qu'ils avaient tant œuvré à rendre imperméable, et ce dès 2017. Mais Lex, c'est pas un petit peu complotiste des gozaimasu ? Bah du coup non, puisque comme les enregistrements audio non autorisés sont bien inclus au montage actuel du documentaire, les preuves pleuvent dans mon cœur comme il pleut sur la ville japonaise. Le film montre tout et surtout ce qu'on nous disait pendant des années ne pas exister, et il est d'autant plus intéressant de constater que cet argument des enregistrements privés n'a pas toujours été la raison apportée au blocage d'une distribution nationale au Japon. Eric Nyari, le producteur du documentaire, ayant souligné que dans plusieurs cas où il était sur le point d'assurer la distribution nationale du film, les sociétés japonaises engagées avaient exprimé leur réticence et s'étaient mystérieusement retirées à la toute dernière minute. Oh bah attends, c'est pas légal cette histoire d'enregistrement. On l'a échappé belle. Complomètre au maximum les gens. Pour sa défense, bien sûr, Shiori Ito met en avant l'intérêt public, l'intérêt général, sur la ligne valide dans nombre de pays que les documents dénonçant la corruption ou la criminalité utilisant des images filmé avec des caméras ou des microphones cachés sans le consentement des personnes impliquées est justifié lorsque les affaires revêtent une importance significative pour la société. Le cas échéant, aux tribunaux japonais d'évaluer au cas par cas si la diffusion de tel enregistrement sert un intérêt public supérieur via une balance entre le droit à l'information du public et le droit à la vie privée des individus concernés, ce à quoi il faut mêler à toutes ces questions complexes elles aussi, les questions de pratique journalistique et éthique, même si tout ça, les gens, de mon point de vue, est à mettre en balance, encore une fois, avec la valeur sociale de porter cette affaire à l'attention du public, qui est au Japon, comme ailleurs, absolue, puisqu'il faut rappeler l'État en la matière, comme le souligne David Johnson du département de sociologie de l'Université d'Hawaï à Manoa, dans son article au titre provocateur « Le viol est-il un crime au Japon ?». Les chiffres de l'archipel sont complètement et gravement sous-évalués. D'abord parce que les différentes sociétés définissent l'acte différemment, et que le Japon a très longtemps eu une définition ultra restrictive de celui-ci. Ensuite, parce que le comptage des actes se fait souvent là aussi avec des indicateurs différents, allant du nombre d'infractions connues ou enregistrées par la police au nombre d'arrestations, de poursuites, de condamnations, d'incarcérations, pourquoi pas. Mais surtout, enfin, parce que le Japon n'inclut pas les infractions non signalées et que celles-ci pourraient être bien plus élevées, beaucoup plus élevées que celui de nombreuses autres simili-démocraties, comme le suggèrent des enquêtes comme celle
celle de l'International Crime Victim Survey, ce qui serait plus en adéquation avec d'autres sources, notamment tout le travail de Masako Makino dans Chikanto Ananika, indiquant que plus de 70% des femmes japonaises ont été agressées sexuellement, ou encore, comme le montre une enquête de victimisation de 2019, où le pourcentage de répondantes déclarant avoir été victimes d'agressions sexuelles au cours de l'année précédente était de 0,4% les gens, c'est-à-dire 50 fois plus d'infractions sexuelles que celles enregistrées par la police japonaise au cours de la même période. 50 fois plus. C'est ça l'état en la matière au Japon. Et je ne vous parle pas des enquêtes menées sur les jeunes de 16 à 24 ans, notamment une de 2022, relevée par Machiko Osawa dans son livre de 2023, Construire une société où les femmes peuvent demander de l'aide, violence sexuelle et inégalité de genre au Japon. Là, ça fait carrément virer les gens. Parce que c'est ça l'état en la matière au Japon. Et ce, alors même qu'ont été opérées des modifications de loi japonaise sur le viol en 2017, puis en 2023, autant motivés par des forces transnationales que nationales, dont l'affaire Shioli Ito, précisément, avec notamment sur les deux lois une définition élargie du viol, même si toujours toute pétaxe en 2017, puisqu'il fallait toujours une violence ou une intimidation, la Cour suprême japonaise soulignant qu'il fallait qu'il soit à la victime remarquablement difficile de résister pour justifier d'un viol. De la merde, 2017 les gens, 2017, et depuis 2023, enfin, l'intégration de la notion de consentement dans la loi, c'était il y a 1 an et demi, très bien, et là encore les gens, il y a absolument tout à faire, comme cette enquête menée par la NHK le rappelait en 2017, à la question « Quelles sont les choses qui vous amènent à penser que l'autre personne consent au rapport sexuel ?» 11% des personnes interrogées répondaient « Manger ensemble ». Ok, 25% monter dans une voiture, 23% porter des vêtements légers, visiblement ça c'est transnational, et 35% être ivre, sachant qu'aujourd'hui encore, la question de l'ébriété ou de la drogue, qui est aussi au cœur de l'affaire Shioli Ito, sont toujours des impasses à la question du consentement au Japon, si bien est qu'aujourd'hui des abus en conditions d'ébriété sont encore globalement reconnus comme des quasi-viol. Pour vous dire, en 2019, avant la dernière modification de la loi, donc, dans une affaire à Fukuoka, le tribunal local avait jugé l'accusé non coupable de quasi-viol après avoir eu des rapports sexuels avec une femme qui avait bu jusqu'à perdre connaissance. Le tribunal ayant déclaré à l'époque, c'était il y a un petit peu moins de 5 ans, que la femme n'avait pas pu confirmer, certes, mais que comme elle n'avait rien dit, l'homme avait bien cru à tort qu'elle avait consenti. Je rappelle qu'elle avait perdu connaissance. C'est ça l'état en la matière au Japon, et je vous passe les affaires ignobles qui ont fait la une de certains médias l'année dernière, révélant une fois plus à quel point les valeurs patriarcales étaient et sont profondément ancrées dans la loi et la culture juridique japonaise, entre autres. Je me suis lavé les yeux à la javel en préparant cette émission. Faites-moi confiance les gens, il faudra juger sur pièce des améliorations portées par cette modification de loi de 2023, mais changer les textes ne change pas le naturel, toujours au galop, et il me semble qu'il faudra un peu plus que de nouvelles syllabes pour investir les rapports de force au Japon, comme ailleurs bien sûr, mais au Japon, en ce qui nous concerne aujourd'hui, même si David Johnson, dans son article, rappelle qu'en 2018, lorsque la Suède avait modifié sa définition juridique du viol en rapport sexuel sans consentement, au cours des 2 années suivantes, le taux de condamnation pour viol dans le pays avait augmenté de 75%. On verra ce qu'il en sera ici. Bref, je pourrais vous parler également du traitement apocalyptique de la police, des procureurs, des tribunaux, de l'impunité généralisée des viols, avec une justice japonaise pénale étonnamment réhabilitatrice, dans ce cas précis. Bizarre, d'habitude c'est pas trop l'ordre de la maison, mais je voudrais tout de même sortir de ce tableau noir en soulignant, comme le soulignent de nombreux auteurs, qu'il y a du mieux, les gens, très lentement, mais qu'il y a du mieux dans le traitement de ce genre de cas au Japon, que les définitions changent, que le traitement des délits sexuels est progressivement meilleur, que diverses ONG et que tout un tas de collectifs poussent dans tous les sens, mais surtout dans le bon. Ce pourquoi il me semble qu'il serait tout à fait approprié dans ce timing-ci, maintenant, exactement maintenant, de diffuser pleinement et à grande échelle le documentaire de Shioli Ito, Black Box Diaries, pour continuer de gripper le plus possible la machine. Affaire à suivre les gens, puisqu'en conférence de presse, Shioli Ito a annoncé il y a 2 semaines qu'elle allait travailler sur le fait d'adapter ou de supprimer les enregistrements audio incriminés en mode « Vous allez le voir mon documentaire, je vous le dis !» On verra. Bref, Black Box Diaries, les gens, ce sera en salle française mercredi prochain, le 12. Foncez le voir, cette boîte noire ne demande plus qu'à exploser. Et comme le disait Shioli Ito dans son livre Black Box, je la cite, « Le viol est une expérience qui tue l'âme, et pourtant, nous continuons à vivre, et à mesure que l'âme guérit, nous retrouvons aussi notre moi. Les humains sont résilients et il existe plusieurs façons de guérir. Pour moi, la voie à suivre, c'est de rechercher la vérité et de la faire connaître au plus grand nombre de personnes possible. » À bon entendeur.
My next guest is the matriarch of an entertainment dynasty. They began with a TV show, moved into books, films and theme parks. They've been a favourite of kids and parents alike for the last 21 years. And now I'd like to welcome in her first ever interview, someone we're all very excited to meet. It's Mummy Pig. Mummy Pig, good morning. Welcome to the show. Gosh, hello. Thank you for having me. I've never been on telly before. Can you hear me? Yes, loud and clear. We've been a buzz in the studio all morning because we hear you have a very exciting announcement. That's right, I do. So, I'm very excited to tell you all that our family is getting even bigger because we're having another baby. 3,8 milliards de dollars, c'est la somme folle qu'avait injecté le géant du jouet Hasbro en décembre 2019 pour acquérir Entertainment One, entreprise canadienne spécialisée dans l'acquisition, dans la distribution, dans la production de films et de séries télévisées, notamment familiales. Le rachat ayant surtout été l'occasion à l'époque pour Hasbro de récupérer d'énormes marques ayant déjà fait leur rente depuis des années, Pyjamasque, Ricky Zoom, mais surtout Peppa Pig, monument britannique des séries d'animation préscolaire qui, depuis sa création par Neville Hasley et Mark Baker et sa première diffusion en mai 2004, avait plus d'une décennie durant déjà fait les beaux jours d'Entertainment One, puisqu'il faut rappeler que Peppa Pig, c'est bien sûr une série de plus de 400 épisodes de 5 minutes environ, mais c'est surtout désormais des films, des livres, des jeux vidéo, des jouets à n'en plus finir, des denrées alimentaires, des parcs à thème, des timbres, des chaussettes, oh oui, beaucoup de chaussettes les gens, et ça sans parler de la myriade de prix remportés par la série depuis 2004, s'offrant même le luxe de toper en 2005 le cristal pour une production télévisée au Festival d'Annecy pour Peppa Pig, Mummy Pig at Work. Bref, tout va très bien pour Peppa Pig, désormais diffusée dans 40 langues différentes à travers plus de 180 pays et générant au passage plus d'1 milliard de dollars de revenus par an. Et tout va d'autant mieux pour la jeune Peppa et sa famille, dont la série raconte les pas du tout rocambolesques aventures, qui n'était plus qu'une question de temps depuis la reprise par Hasbro de la désormais franchise, que cette offre en plus de temps qu'il n'en faut pour signer un décret aux États-Unis, une myriade d'exploitation et de surexploitation à venir, et ce sur tous les médiums. Faut dire que beaucoup, et moi le premier, avions encore en tête une autre acquisition de 2019 chez Hasbro, celle de la franchise Power Rangers, qui avait donné en un claquement de Morpher des séries à succès comme Beast Morpher, mais aussi des nouveaux jouets, des rééditions de jouets classiques, des jouets en édition limitée, des films, etc. dans la plus pure veine des surexploitations de licences du conglomérat du jouet, aux côtés d'autres franchises historiques comme G.I. Joe, Transformers ou encore My Little Pony. Et désormais, les gens Peppa Pig, et c'est donc avec pas tant de surprise que ça que bon nombre de Britanniques ont découvert le 27 février dernier, en allumant leur poste de télévision plus vieux, le visage de Maman Pig qui, comme vous avez pu le voir ou l'entendre au début de cet édito, a fait une apparition spéciale dans l'émission matinale Good Morning Britain d'ITV, dont elle a profité pour annoncer rien de moins que sa grossesse. Et c'est gros mignon parce que Peppa, elle débarque à l'écran, elle parle comme si elle avait 10 ans alors qu'elle en a éternellement 4 en fait, et elle rougit quand elle comprend qu'elle passe à la télévision. J'imagine qu'il doit y avoir cet extrait à côté du mot parasocial dans l'Oxford Dictionary, j'imagine. Et Madame Pig en rajoute une couche, c'est le cas de le dire, en soulignant que ses enfants lui demandent tous les jours « Quelle taille le bébé ? Quand il va arriver ? Est-ce qu'il aime les dinosaures et les flaques de boue ?» Et si vous connaissez un petit peu la série, vous avez 400 fois les refs. Et pour celles et ceux qui auront manqué ce grand moment de la télévision, la grossesse de Maman Pig sera dans tous les cas dévoilée le 30 mars prochain dans le dernier épisode de la saison actuelle, marketingement bien placé le jour de la fête des mères au Royaume-Uni. L'occasion de fêter au passage les 20 ans du dessin animé en attendant la naissance du futur enfant dans le courant de l'année. Esra Kaffer, vice-présidente senior de la stratégie et de la gestion des franchises chez Hasbro, ayant déclaré aux médias The Independent que le 20e anniversaire de Peppa Pig était le moment idéal d'apporter, je cite, une toute nouvelle dynamique à la famille. Ah, mais c'était pour la dynamique du scénario en fait. Ok. Mais au-delà de l'empire qui est devenu Peppa Pig et incontestablement Hasbro ces dernières années, petit aparté déjà. Petit aparté d'ailleurs, pour rappeler qu'après avoir acquis Entertainment One en 2019, Hasbro s'était empressé de revendre illico presto une partie nouvellement rachetée et de licencier au passage des centaines de travailleurs et de travailleuses, comme quoi il n'y a pas que Peppa Pig qui aime bien rouler dans la boue. Fin de l'aparté, mais gardez-le à l'esprit. Au-delà de l'empire qui est devenu Peppa Pig et incontestablement Hasbro ces dernières années, il faut également rappeler
Il me semble que si Peppa Pig est une figure incontournable de millions de jeunes enfants à travers le monde, ce petit personnage est également devenu en quelques années un véritable outil politique. Étonnant, non ? Non ? Bah ça c'est parce que vous suivez l'émission, ça. Oui. Un outil politique lorsque le gouvernement travailliste britannique en 2010 exploite frontalement le personnage de Peppa au fin de promouvoir ses mesures qui visaient à l'époque à offrir des services au soutien aux familles avec de jeunes enfants, ce qui avait fini par déboucher par une demande de retrait de la campagne officielle de la part des ayants droit, notamment sous la pression des conservateurs. À l'époque, ces ayants droit précisément demandant à ce que Peppa Pig reste apolitique. Alors les gens, nouveau petit aparté, dommage qu'ils aient jamais pris le temps de regarder leur propre série et qu'ils aient oublié au passage que par nature, ces séries même préscolaires reflètent et parfois travaillent à normaliser certaines idéologies dominantes. Et c'est précisément le cas de Peppa Pig, avec son imaginaire de classe moyenne britannique, de vision libérale du monde, avec sa mère active, mais qui travaille à domicile sur son ordinateur tout en étant très impliquée dans l'éducation de ses enfants, dont elle est quasiment la seule responsable. Peppa Pig étant régulièrement présenté comme drôlement incompétent, un modèle bien loin de prendre à revers la division genre et des rôles, des enfants par ailleurs éduqués sans contrainte économique apparente, vivant dans un petit pavillon individuel sur une colline où le bonheur familial passe régulièrement par la consommation, par l'achat de nouveaux objets, par la participation à des loisirs marchands, le tout avec son école sans inégalité dans un monde où l'ordre social est présenté comme naturel et immuable, et dans un monde aussi où personne ne s'inquiète que Madame Rabbit soit omniprésente, qu'elle exerce tous les métiers de la Terre, à la fois bibliothécaire, hôtesse de l'air, pilote d'hélicoptère, ambulancière, dans l'hyperflexibilité la plus totale, et ça sans parler évidemment d'une certaine folklorisation des cultures étrangères. Bref, fin de l'aparté, soit. Au-delà du contenu même de Peppa Pig, la série est devenue un outil politique, comme je vous le disais, pour le gouvernement travailliste, donc en 2010, mais aussi chez les conservateurs, plus récemment, lorsqu'en novembre 2021, Boris Johnson, alors Premier ministre britannique, avait fait la une des journaux après avoir discuté des mérites de Peppa Pig World lors d'une conférence surréaliste où le parc d'attractions était présenté comme le fleuron de la créativité britannique. Mais un outil politique aussi à l'international, comme lorsque la Russie a utilisé la série d'animation pour riposter aux sanctions économiques imposées dans le monde entier contre son invasion de l'Ukraine. En mars 2022, le tribunal de Kirov en Russie avait rejeté une action en contrefaçon de marque et de droit d'auteur pour une contrefaçon de Peppa Pig. Et le motif, un peu surréaliste là aussi, était que puisque la Grande-Bretagne avait imposé des sanctions à la Russie, alors demander des dommages et intérêts en plus pour violation des droits d'auteur, c'était quand même un petit peu abusé, littéralement, abus de droit. C'est courageux de l'avoir tenté, ouais, on peut même applaudir. Allez, on applaudit un peu, c'est courageux, bravo. Mais même en Russie, le jugement s'est fait casser en appel au motif, cette fois-ci, que je cite « Chesno tinaprayagais bratin ». Tu fatigues, frérot. Cour d'appel soulignant au passage que oui, pour le jugement, il est possible que, je cite, des actions inamicales des États-Unis d'Amérique et des pays étrangers affiliés aient influencé la décision en première instance. C'est vrai qu'on avait pu y penser, c'est vrai que ça m'avait traversé l'esprit. À noter quand même que l'indemnisation pour contrefaçon a quand même été ultra réduite, faut pas déconner, en raison de la chute de la valeur du rouble lors de l'invasion brutale de l'Ukraine. Quand même, cour d'appel, mais quand même. Bref, un outil politique, je vous disais, aussi comme lorsque des dizaines de milliers de Chinois et de Chinoises se sont emparés de Peppa Pig sur les réseaux en 2018, et notamment sur Douyin, le versant chinois de TikTok, pour en faire un symbole subversif de toutes celles et ceux qui souhaitaient vivre sans avoir à subir la contrainte permanente de la pression sociale, d'où des représentations de Peppa avec des gros colliers clinquants, un cigare aux lèvres, des tatouages qui claquent, accompagnés du slogan « Fais-toi tatouer Peppa et dis-le haut et fort à ta famille », qui ne comprend pas le projet, des représentations qui ont enquillé des dizaines de millions de vues sur les réseaux avant d'être supprimées en majeure partie par Douyin. Le Global Times, un journal d'État, écrivant à l'époque que les utilisateurs et les utilisatrices de la figure de Peppa étaient peu éduqués et sans emploi stable, les décrivant alors comme des paresseux, indisciplinés, qui errent partout et qui seraient l'antithèse de la jeune génération que le parti essaie de cultiver. Bref, censure et propagande à balle, mais ce faisant, Peppa Pig rejoint la longue liste des figures fictionnelles pour enfants dont les adultes se sont fait les joies de la récupération politique. C'est bien sûr Winnie l'ourson en Chine, symbole de contestation, notamment utilisé dans des manifestations pro-démocratie à Hong Kong, après un mème de 2013 où une image de
de Winnie marchant à côté de Tigrou était juxtaposée à une photo de Xi Jinping avec Barack Obama. C'est Bob l'éponge, régulièrement détourné pour dénoncer l'exploitation des travailleurs, notamment via le personnage de Monsieur Krabs. C'est l'emploi de oui à l'extrême droite en France pour en faire un symbole du français naïf face à l'immigration et au multiculturalisme. C'est les mouvements retirer le financement de la patrouille en référence au support du hashtag définancer la police, associé au mouvement Black Lives Matter. C'est Hello Kitty, symbole d'une forme de résistance passive et ironique face au pouvoir chinois. C'est Dora l'exploratrice, utilisée dans les débats sur l'immigration en tant que symbole de diversité et d'intégration. C'est Mickey, détourné par Banksy pour sa série Napalm. La liste est infinie, les gens, et d'autant plus que ces personnages pour enfants possèdent par essence une charge symbolique forte, créant un contraste apparent à l'ironie évidente et cherchant à parasiter des symboles dominants. Rappelons au passage, comme le soulignait Stuart Hall dans Deconstructing the Popular de 1981, à savoir l'évidence que la culture populaire est l'un des lieux où se mène cette lutte pour et contre une culture du pouvoir. Et nul doute que la naissance cette année du petit frère ou de la petite sœur de Peppa Pig y participera également d'une façon ou d'une autre. On verra, les gens. Ce qui est sûr, c'est qu'entre-temps, Madame Rabbit, elle, aura eu le temps d'être bouchère charcutière à Tourcoing, ministre de l'Intérieur, promotrice immobilière, chef des armées, militaire du rang. Culture a été supprimée pour les moins de 17 ans et ils ne sont pas du tout contents. En fait, on en a marre. Depuis janvier 2022, les jeunes de 15 ans avaient droit à 20 € pour s'acheter des biens culturels. Et c'est parti pour les brefs de la semaine. On en parlait dans la dernière émission de Soft Power et j'en sentais l'écume arriver. C'est désormais chose faite, le pass culture est désormais supprimé pour les jeunes de moins de 17 ans. On avait parlé il y a un mois du gel du pan collectif du pass culture, notamment dans la coupe des subventions de fait pour les établissements scolaires qui se retrouvaient et se retrouveront désormais pour beaucoup dans une impasse culturelle pour la majorité de leur classe. Et c'est désormais une partie individuelle du pass culture qui disparaît, puisqu'à compter de samedi dernier, seuls les jeunes de 17 ans et de 18 ans seront crédités si elles le demandent, respectivement de 50 et de 150 €. Le parcours sera plus lisible avec une montée en puissance progressive vers l'autonomie culturelle, nous dit le ministère de la Culture. Non, c'est le contraire en fait. Et pour se défendre de cette arnaque intellectuelle qui n'est rien d'autre qu'une énième coupe du budget de la culture, dont on parlait également aussi dans la dernière émission, le ministère de la Culture ajoute que ça va, à 15 et à 16 ans, il y a plein d'événements gratuits, c'est montré sur l'application en plus. Ah bah oui, c'est super ça. Mais oui, c'est vrai ça. Mais du coup, attends, pourquoi ils téléchargeraient l'application, les gamins de 15 à 16 ans c'est pas un super plan, j'ai l'impression. Bref, on sentait, les gens, on savait qu'on allait dans cette direction et il y a fort à parier que dans quelques mois, voire quelques années, peut-être, le pass culture soit complètement réduit à peau de chagrin, voire devienne tout simplement de l'histoire ancienne. Et c'est bien dommage, les gens, et c'est bien dommage parce que étude Ipsos, ça y est, on est sur BFM, les gens. On est sur BFM. Appelez-moi Lex Duhamel. Étude Ipsos publiée le jour des Césars 2025 et dévoilée par France Inter qui souligne, accrochez-vous, que 7 Français sur 10, à japonaise, 7 Français sur 10 affirment qu'une réduction des prix des places de cinéma les inciterait à aller plus souvent dans les salles obscures. Est-ce que c'est pas dingo dossier ça? Il serait très intéressant, les gens, qu'on fasse des enquêtes et des sondages similaires sur les restaurants et même, soyons fous, sur les supermarchés. Pensez-vous que les 42% de Français et de Françaises qui gagnent le SMIC, les gens, qui gagnent le SMIC ou moins et qui se privent d'un repas au quotidien pour ne pas finir dans le rouge, ils achèteraient plus à manger si c'était moins cher? J'avoue, ne pas savoir, vivement un sondage IFOP, ce serait très 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 intéressant. Et quitte à rester dans le cinéma, les gens, autant avoir une vraie actualité, une vraie brève, puisque la semaine dernière, on apprenait que l'industrie cinématographique indienne avait officialisé un nouveau partenariat entre la Music Composer Association of India et la Screenwriters Association. Et écoutez du peu, les gens, d'après Digital Music News, le nouveau système de crédit équitable établira les compositeurs et les paroliers comme des co-auteurs égaux dans la création de chansons et désignés comme des artistes principaux à des fins de crédit. L'accord exigeant carrément des contrats séparés avec les producteurs qui pourront être négociés de manière indépendante. Dans un contexte où depuis des décennies, les paroliers étaient complètement déconsidérés, si bien est que le plus souvent leur nom n'apparaissait nulle part. Et dans un contexte
aussi de lutte des compositeurs, des auteurs, des paroliers pour prendre du poids dans les rapports de force avec les productions. Bref, encore une victoire une victoire pour la Screenwriters Association. Ça joue collectif un peu partout dans le monde, les gens, ça fait plaisir. Cinéma toujours, mais un petit peu moins plaisant cette fois-ci, puisque jeudi dernier, le journal The Guardian a titré l'un de ses articles « Les cinéastes hongrois peinent à trouver des financements malgré le boom de la production ». En cause, le verrouillage quasi absolu de la production cinématographique par l'Institut national du cinéma hongrois, un organisme contrôlé, vous l'imaginez bien, par le gouvernement et qui ne valide en très grande majorité que les films alignés idéologiquement sur Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, comme l'exemplifie l'article dont je vous mets le lien en description si vous voulez creuser le sujet. Je le cite. En 2024, l'Institut national du cinéma hongrois a dépensé 6,5 milliards de forints hongrois, 13 millions de livres, c'est le The Guardian qui publie ça, pour la production de films. La plus grosse somme, 2,7 milliards de forints, a été attribuée à un drame basé sur une opération de sauvetage de soldats hongrois à Kaboul en 2022, Opération Saman, qui est tournée en coopération avec l'armée hongroise. Bref, on y est et l'aval de cet institut est d'autant plus nécessaire qu'il est aujourd'hui impensable en Hongrie avec ses seuls 9 millions d'habitants et son box-office trusté par des films américains de gérer une production indépendante suffisamment rentable. Et pendant ce temps-là, le pays est tout de même le deuxième lieu de tournage le plus prisé d'Europe. C'est magnifique, les gens, magnifique. Autre chose magnifique, les gens, le saviez-vous, le Discord de l'émission. On parle, on cause, on rit et on doom tous ensemble et tous ensemble. Chaque jour qui passe, venez les gens, on est bien. Mais peut-être, pour plus très longtemps, puisque avant-hier, le New York Times rapportait dans l'un de ses articles que les fondateurs de Discord rencontrent actuellement des banquiers d'affaires en vue d'une éventuelle introduction en bourse dès cette année. Rappelle qu'aujourd'hui, Discord est quasi incontournable pour les conversations, notamment de jeux en ligne. Le service est intégré sur Xbox Series X, sur PlayStation 5 et sur PC, c'est une évidence. Et comme le précise Kotaku, Discord, c'est un service qui marche et dont la majorité des fonctionnalités sont encore gratuites. Ce que beaucoup ont du mal à imaginer, continuer dans un monde où le service entrerait en bourse, c'est la fameuse incentification de Cory Doctorow, l'idée que les produits et les services en ligne se dégradent au fil du temps du fait des entreprises derrière qui travaillent à en extraire de plus en plus de valeur, quels que soient les coûts à long terme. On l'a beaucoup vu ces dernières années, on l'a revu récemment avec le passage en bourse de Reddit, qui au passage a perdu bon nombre de ses fonctionnalités, dont beaucoup étaient liées à la pleine accessibilité de son API. Je rentre pas dans les détails, on en avait parlé dans l'émission, je vous invite à la réécouter. En attendant d'en savoir plus, affaire à suivre. Mais si les actualités récentes nous rappellent à la nécessité de brûler nos idoles, il faudra bien penser au passage à brûler nos services au besoin. À commencer par Prime Video peut-être les gens, pourquoi pas tiens, Prime Video, puisqu'Amazon a annoncé ce mercredi proposer désormais des versions doublées grâce à l'intelligence artificielle pour plusieurs films et séries disponibles sur sa plateforme de streaming Prime Video. Pour se justifier, la plateforme emploie absolument l'argument que vous pensez qu'elle emploierait pour rendre sa vaste librairie en streaming accessible à davantage d'utilisateurs. Prime Video va commencer à proposer du doublage avec intelligence artificielle sur des films et séries qui n'auraient pas été doublés par ailleurs. Pas doublés par ailleurs T'es sûr, Amazon? Parce qu'il me semblait avoir vu en janvier que la société Lumière Ventures avait annoncé que le film Armor, avec à l'affiche Sylvester Stallone, sortirait sur Prime Video en France avec une version doublée en français qui recréait avec de l'IA la voix de l'acteur Alain Dorval, malheureusement décédé l'année dernière. Tu veux dire que ce film avec Stallone n'aurait pas été doublé par ailleurs? J'ai comme un doute Amazon. Bref, une annonce qui fait mal, évidemment, en pleine gronde des comédiens de doublage. Jeux vidéo avec cet article de mercredi d'Ars Technica qui souligne via un analyste la possibilité que les tarifs douaniers récemment imposés par Donald Trump au Mexique, au Canada et à la Chine pourraient entraîner une hausse des prix des jeux et des consoles, une diminution des sorties physiques et des pénuries d'approvisionnement puisque, le saviez-vous les gens, la plupart des disques de jeux vidéo sont produits au Mexique, touchés par un nouveau tarif douanier de 25%. Les consoles sont également susceptibles d'être touchées par les droits de douane, comme le souligne Daniel Lamat chez Nike Partners.
partners dans un contexte où ici 75% des consoles sont produites et importées de Chine, ce qui devrait entraîner mécaniquement moins de production de consoliers pour s'adapter au nouveau marché américain et potentiellement des pénuries d'approvisionnement. Et ça sans parler des probables augmentations du prix des consoles, à commencer par celui de la Switch 2 dont les astres annonceraient, nous dit-on, une sortie pour courant juin. Ça pourra même pas jouer à Mario Kart aux États-Unis pour se consoler. Force à vous les gens, force à vous. Non, non, pas à toi Obélix. Toi t'es tombé dans la marmite quand t'étais tout petit. Ça, c'est du poisson-chasse. Non, pardon, c'est une dorade, autant pour moi. Mais ordre alphabétique, t'es sûr qu'ils sont frais, tes poissons, là? Tu plaisantes. Je les ai ramassés sur la plage la semaine dernière, j'ai respecté la chaîne du tiède. Ah non, tu peux y aller les yeux fermés. Il y a beaucoup de mouches, hein, quand même. Ah non, mais ça, je te les compte pas. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute? Bah non. Un village d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Non, mais Metadata, ça va pas, non? On va pas dire ça à César. Tu veux qu'il nous jette au lion ou quoi? Ave César! Pour ton triomphe, nous avons pensé à une mosaïque. Je vous ai demandé une idée forte pour célébrer mon triomphe et vous revenez avec une mosaïque. C'est quoi cette idée en argile? Oh César, tu as sûrement déjà entendu parler du combat des chefs? Si un chef gaulois veut prendre le contrôle d'un autre village, il défie l'autre chef en combat, d'homme à homme. Le chef qui remporte le combat devient le chef des deux tribus. Donc si un chef gallo-romain, un chef gaulois dévoué à la cause de Rome, bat le chef des irréductibles gaulois, il devient chef des deux tribus. Et les Gaulois deviennent romains? Gallo-romains. Mais oui, on peut dire romains. 1, 2, 3, 4. On oublie les mosaïques. Le combat des chefs célébrera mon triomphe. Un spectacle grandiose, avec en apothéose ces Gaulois qui se prosterneront devant moi. Ils seront à ma botte. J'adore. Ça, les gens, c'est Astérix et Obélix, le combat des chefs, une mini-série d'animation française en 5 épisodes de 30 minutes réalisée par Alain Chabat et Fabrice Joubert et animée par TAT Productions, notamment connue pour Les As de la Jungle. La série est une adaptation légèrement modernisée du culte album éponyme Le Combat des Chefs, 7e album de la bande dessinée Astérix. Écoutez-moi, ça me fait très envie, c'est hyper dynamique, c'est coloré, je trouve ça déjà drôle. J'aime beaucoup la tempo des quelques scènes montrées dans la bande-annonce. Les gens ont le temps de jouer et ça fait plaisir. Ce sera le 30 avril prochain sur Netflix et pour une fois, pour la plateforme, ça pourrait bien ne pas être une déception. Incroyable! Is it a game? Is it a book? Yes, it's Steam's Visual Novel Fest, offering up discounts and demos March 3rd through 10th. The beauty of these games lies in the storytelling. And when we tell you Et si vous profitiez un petit peu de l'actuel Steam Visual Novel Fest qui a commencé le 3 mars et qui terminera ce lundi pour remplir votre back catalogue de visual novel, cette forme de fiction interactive bien souvent boudée par le grand public et qui pourtant a pour lui de proposer une autre façon d'appréhender une histoire. Et même si le genre est beaucoup plus populaire au Japon que dans le reste du monde et qu'il est largement phagocyté en chiffres par la production de jeux pour adultes, il reste encore, comme en témoigne ce Steam Visual Novel Fest, une place pour des histoires de SF, des histoires de post-apo ou de vraies et pures romances pure souche. Si vous avez jamais passé le cap, ce sera peut-être l'occasion, les gens. I just came from a crime scene. 9 bodies. I make one phone call. You and your friends go down for life. What brings you boys here? We didn't want to miss out on all the fun. This is my town.
And don't forget, I know what you did. You have no idea what I did. Bon, bref, on y va. Lex ne pas terminer sur une vidéo de Bourpif Challenge, eh bien, c'est raté. Hein. Après, avec cette Avoc, une autre de mes grosses attentes de cette année, hein, qui s'est dévoilée dans cette première petite bande-annonce. Grosse attente tout simplement parce que Gareth Evans à la réalisation, le réalisateur de The Raid 1 et 2, deux des films de tape les plus importants de ces 20 dernières années, pour un film qui mettra en vedette Tom Hardy, Forest Whitaker, Luis Guzman, Timothy Olyphant. Clairement, le cast y fait peur. Alors, je croise les doigts, et d'autant plus que là aussi, hein, on a affaire à une production Netflix. Écoutez, en attendant, ça casse des bouches et la caméra a l'air toujours aussi libre que dans The Raid. Moi, je suis un homme simple et je serai là le 25 avril prochain, comme je serai là dans quelques secondes pour les recommandations de la semaine, les gens. Exactement. Voilà. Alors, vous êtes basé à Lyon, c'était une chance, mais est-ce que du coup, c'est pas aussi compliqué quand on n'est pas dans Paris? Vous dites vous-même que votre parcours est original par rapport à ceux qui sont passés par les différentes écoles de journalisme. D'ailleurs, vous avez attiré l'attention sur une éventuelle mainmise sur l'école de journalisme par le groupe Bolloré. Est-ce que Pour bien commencer les recommandations de cette semaine, je vous propose, vous en avez l'habitude, de commencer par une question. Est-il toujours possible de critiquer les médias? Belle et vaste question à laquelle cette semaine Lumi, journaliste à Blast, à Off Investigation et à l'Humilité, que je fais semblant de vous présenter alors que tout le monde la connaît ici, et Pascal Boniface, géopolitologue français que vous avez déjà probablement vu tout un tas de fois à la télévision, même si l'un des concepts phares de sa chaîne YouTube qui accueille cette discussion avec Lumi est de se plaindre de ne pas être d'invité dans les médias, ou alors j'ai pas bien compris le concept de la chaîne peut-être, mais en tout cas ce dont je suis sûr c'est que j'ai bien compris le thème de cette discussion sur la critique des médias, discussion ou plutôt interview durant laquelle, après être revenu sur le parcours de Lumi, Pascal Boniface et elle vont s'interroger quant à la diversité sociale dans les médias, quant à la formation de ces nouveaux journalistes en ligne, quant à l'acceptation de la critique des médias, quant à la culture des médias critiques alternatifs, quant au financement de ces 10 médias évidemment, question importante, au rapport à l'international, la situation à Gaza, entre autres. Bref, Lumi fait toujours autant le taf, ça fait plaisir, et Pascal Boniface écoute toujours aussi bien. Médias critiques et critique des médias avec Lumi, entretien géopolitique, c'est la première recommandation de la semaine sur Soft Power, lien en description. Les IA génératives sont en plein essor depuis quelques années et leur présence commence à se faire remarquer dans le VTubing, donc c'était logique pour moi de faire une vidéo dessus. Déjà, on va définir les termes. Une IA générative, c'est quoi? Il est vrai que ça manquait un petit peu d'IA générative aujourd'hui. Laissez-moi y remédier de ce pas avec une vidéo bien utile pour celles et ceux d'entre vous qui souhaiteraient se lancer dans le VTubing, mais qui ne voudraient pas baigner dans les générations aléatoires d'intelligence artificielle qui ont désormais pignon sur rue sur tous les sites d'achat. Cette vidéo, c'est la dernière en date de la chaîne EcoRosen et c'est paradoxalement l'une des vidéos à l'introduction la plus efficace que j'ai vue pour soulever en 3 minutes un certain nombre de problèmes soulevés par les IA génératives. C'est évidemment incomplet, hein, les IA, on en a parlé des heures dans Soft Power, mais ça pourrait bien convaincre les gens autour de vous en seulement quelques phrases, et ça fait plutôt bien le taf de la synthèse, un taf dont je suis bien incapable, hein, sinon je ferais pas des éditos de 2 heures à chaque fois. Et la deuxième partie de la vidéo s'intéresse, vous l'aurez compris, aux plateformes, mais aussi aux trucs et astuces qui vous permettront de fouiller un peu et de tomber sur des vraies créations d'artistes, autant pour les décors que pour les personnages. Et accessoirement, je trouve le modèle d'EcoRosen super bien foutu. Bref, un sain petit rappel, l'IA générative dans le VTubing, pourquoi et comment l'éviter, et les meilleures alternatives, c'est en description que ça se passe. Est-ce que les gens vont vouloir économiser de l'argent au détriment de la qualité? C'est à eux de décider. En tout cas, nous avons besoin de lois pour protéger les artistes et toutes les personnes créatives qui participent au développement des jeux vidéo. Les gens, et si on parlait un petit peu pour changer de musique de jeux vidéo? Ça, c'est ce qu'a proposé le week-end dernier l'excellente émission Trax, diffusée sur Arte, dont le seul intitulé devrait vous faire saliver. Chaque semaine, 2 nouveaux reportages au cœur de résistance culturelle. Ça pourrait être le pitch de Soft Power, sauf que on n'est pas à 2 par semaine, je crois. Hein. Non, j'ai calculé, non, effectivement, on n'y est pas. Et la résistance culturelle, vous l'aurez sans doute pré-shot, c'est celle des artistes de musique de jeux vidéo face à l'intelligence artificielle, en mettant en valeur les compositeurs et les compositrices, en décrivant la complexité et la finesse du processus de composition, en parlant et en montrant le lien nécessaire entre l'interactivité du jeu et la création. Cette petite bulle de Trax met en avant toute l'humanité de la création de musique dans le jeu vidéo, avant de finir sur une petite pastille un peu molle, il est vrai, plus directement sur l'IA générative.
Plus généralement, Trax, c'est toujours cool malgré, comme le souligne Skull dans le chat, le changement de rédac. Alors, c'est pas aussi bien qu'avant, c'est clair, mais c'est toujours cool. Alors, n'hésitez pas à ingurgiter la totalité de la chaîne, à remonter sur les vieux épisodes, et ça tombe bien, puisque là aussi, c'est dans la description de l'émission. Pourquoi la musique est aussi importante pour les jeux vidéo? C'est par là que ça se passe. Je vous avais parlé d'une news d'un produit dérivé Final Fantasy XVI. Il s'agit d'une montre de luxe. Mais alors attention, quand je dis montre de luxe, c'est vraiment le luxe. C'est-à-dire que ils ont fait un partenariat avec la marque de montre Franck Muller, pas n'importe qui. Les gens, pour bien terminer les recommandations de cette semaine, je voudrais vous présenter la chaîne de Kirin qui passe si elle a dans le chat et qui propose régulièrement sur sa chaîne Twitch, mais aussi sur son compte VOD YouTube, que je vous propose aujourd'hui une forme de matinale d'actu, mais sur les questions des goodies au Japon, avec une partie aussi là de news de jeux vidéo. Là-bas, c'est clairement beaucoup plus sérieux qu'ici, hein. Il y a une vingtaine de news. Vous faites pas avoir avec une matinale pop culture, une matinale d'actu qui en fait fait 5 news. C'est chill, c'est riche, mais surtout ça vous donne accès à bon nombre de news qui n'existent le plus souvent qu'en japonais, et Kirin se fera un plaisir de vous les décrypter si vous n'avez pas accès à la langue de Shiori Ito. Et il y a des photos de la moto de la Capcom Cup, c'est incroyable. Bref, n'hésitez pas à donner de la force, c'est vraiment cool, et c'est déjà la semaine 10, hein, il était temps que j'en parle. News Goodies Japon, c'est la VOD toute fraîche de ce matin, et c'est déjà dans les recommandations de Soft Power. Incroyable. Et voilà, c'est la fin des recommandations de cette semaine et de ce 72e numéro de Soft Power et de la saison 1 de l'émission. Même si je vous vois déjà venir à la prochaine me dire ouais, ça change pas grand chose en fait. Possiblement, les gens, possiblement. Vous pouvez bien sûr réécouter l'émission sur toutes les plateformes de podcast ou en VOD sur la chaîne YouTube Soft Power. Tous les liens, des articles, des vidéos, des recommandations dont je vous ai parlé tout le long de l'émission en description. Je vous remercie d'avoir été présent et présente aujourd'hui pour ce 72e numéro de l'émission. Votre matinale pop culture et politique préférée de Midkemia, à l'exception de toutes les autres. Et on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine matinale, et matinale toute neuve s'il en est. En attendant, prenez soin de vous, regroupez-vous, et moi je vous dis ciao.